Une nouvelle journée qui démarre sous les 25 degrés de Cotonou. La parenthèse s'ouvre à nouveau sur la télévision nationale pour rester en votre compagnie. Embarquez avec nous pour l'aventure. Ça dure juste le temps d'un match de football, 90 minutes chrono et un peu plus qu'une séance de fitness. Oui, le fitness, on en parle ce matin. Et nous allons également promener nos regards dans l'univers glamour de la beauté et évoquer le maquillage flash. Qu'est-ce que c'est? Démonstration dans un moment. Puis après, nous enfilerons nos tenues pour nous mettre sur les parcours de golf. Tout ceci est à découvrir. Mais avant, un rituel important, l'horoscope. Dans ce monde des planètes, c'est un astrologue visionnaire très particulier qui détient les clés pour nous y conduire. Simplice Béanzin, plus connu sous le nom de Pipi Wabaho, nous parle aujourd'hui du signe écureuil. Avec l'astrologue Didema, avenir assuré. avec l'astrologue Didema, Avenir assuré, assuré, assuré. Vous sortez où? Oh. Je suis né un 8 février. 8 février. 8 février. C'est un dimanche. Dimanche. Donc tu es écureuil. Oui, écuyer. Tu es écureuil. Écuyer. Donc. Donc, oui. Donc. Gandhi. Ça, donc. Ma badge. Ça, c'est un bon signe. Oh là là. C'est un signe. Comportarel. Ma badge. C'est un signe impalpable. Oh là là. C'est un signe indurable. Ma badge. Il y a main dedans. Ah, mais de mémoire. Les signes, tous les signes qui sont écureuils là, Oui. si ils sont quelqu'un, mais si après 20 ans, c'est fini pour eux. Et il y a quoi voir? Quand les écureuils jeunes Oui. font quelque chose, ils le feront très correctement. Hein? Et ils seront toujours les meilleurs. Ils seront toujours c'est que Les premiers. Voilà. En classe, Oui. en collège, Oui. n'importe chose donc, que les querelles faites à moins de 20 ans, c'est bon. Mais après 20 ans là, vraiment c'est dégueulasse. Après 20 ans, les écureuils ne font rien. C'est pour cela, et non, des bébés, hein, ils aiment des. Non, nous n'avons pas carré là. On va carrer à Tu as quel âge? 27 ans. 27 ans. Ah oh. Pédiation. Oh. À ça, ma essayé là. Ah, bon, mais essayé tout là. Parce que c'est son sort. Hein, c'est ton sort. Ah, c'est maquillage là. Nous avons venu à Foudayo. Et un sport. Ballon, nous croyons. Alors, ballon. Nous ballon, c'est que Michel Platine, l'homme de Kwebim. On a coué. Nous ballon 10 mai. Bon, après 20 ans, là. Bon, après, moi, j'ai continué de dire. Voilà. Et puis, il a quand même pas bien. Les petits choses là. Il y a des amis, premier dit non, bon. Vous n'avez pas vu. Coup primaire, collège, moi, université, c'est ça. Après ça, on a dépassé 20 ans. 20 ans, les écureuils grands ne font rien. Parce que notre bébé, ils vont dire, c'est ça. C'est un massif romain. Voilà donc, si vous êtes du signe écureuil, sachez donc que vous avez un temps déterminé pour réaliser vos projets. C'est justement pour vous arracher un beau sourire matinal. Ce sourire qui va vous permettre de rester dans la bonne humeur toute votre journée, bien évidemment. Et ça nous permet d'installer la première rubrique de cette émission. C'est bien évidemment la rubrique santé. Madame Santé est déjà là sur ce plateau. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour amis téléspectateurs. J'espère que vous n'êtes pas du signe écureuil. Pas du tout. N'est-ce pas? Je suis bien loin du mois de février. cafard. Pas du tout non plus. Le matin, si vous êtes grognon, si vous vous réveillez pas de bonne humeur et si vous cherchez une solution à cela, la réponse est juste en face de moi. Nous sommes avec le coach Jude Togby qui nous parlera aujourd'hui des exercices à faire, des comportements à avoir le matin dès le réveil. Il y en a plusieurs, il y a toute une liste d'exercices à faire le matin. Oui, il y en a plusieurs.
Merci beaucoup, madame l'animatrice. À commencer au début de notre réveil, je pense que beaucoup de gens se sursautent du lit. C'est une très mauvaise habitude. En un premier temps, au réveil, nous devons rester au lit, les yeux ouverts, pendant au moins 5 minutes, toujours couchés, jusqu'à la prise de conscience. Et ce n'est qu'après cela que nous allons nous asseoir dans notre lit et observer encore 2 à 5 minutes de silence toujours, avant cette fois-ci de contrôler notre tension artérielle. Pourquoi? La tension varie quand il veut et comme il veut. Et tout dépend des conditions dans lesquelles vous êtes parti au lit. Et pourquoi il faut la contrôler? Juste parce que tout le monde crie qu'il faut prendre de l'eau tiède, il faut prendre de l'eau plate au réveil. Que ce soit de l'eau tiède ou de l'eau plate, tout dépend de la façon dont la personne s'est réveillée. Et la meilleure manière de faire, c'est de vérifier la tension artérielle d'abord pour voir quel est le taux normal en ce jour-là, avant de savoir l'attitude à adopter ensuite. Et juste après cela, nous irons directement au type de solution que nous devons prendre. Que ce soit de l'eau plate, que ce soit tiède, que ce soit de l'eau alcaline, tout dépendra de la tension qu'on a ce matin-là qui va nous donner les directives nécessaires. Je vois. Herman, ça te donne envie de rester sous la couette quand tu entends tout ça? Parce que c'est tout un processus. Vraiment, vraiment, mais parfois il n'y a que des jours où vous vous endormez profondément et c'est que vous entendez le réveil, c'est comme si le réveil sonnait dans votre rêve. Et c'est à la fin du réveil, vous sursautez, vous voyez que il est déjà l'heure. Et le premier réflexe, c'est qu'on sursaute du lit. Directement au lit, et puis directement au lit, sous la douche. Voilà, et puis voilà, quoi. Ce qui est anormal, c'est pourquoi si vous devez aller au boulot à 8 heures, il faut vous donner 2 heures d'avance pour se réveiller à tout prix. C'est une obligation. Sinon, si vous sucez toujours comme ça, les risques sont énormes. Ce serait déjà pas bien pour la tension, ainsi de Et suite. pour ceux qui n'aiment vraiment pas se réveiller le matin. Se réveiller le matin ou se réveiller tôt le matin? Se réveiller tôt le matin, parce que j'en connais, hein. Ils ne se réveillent jamais avant 8 Ce heures. n'est pas toi, par exemple. La preuve, je suis là. C'est une émission. Tu as eu à certainement revoir ton emploi du temps, exactement. Alors, coach, dites-moi, ce sont des exercices, des comportements à avoir 15 minutes ou 10 minutes au réveil ou on le fait automatiquement? Non, ça ne peut pas se faire automatiquement. Déjà que le réveil, il a déjà passé presque 10 minutes dans le lit. Et après la prise d'eau, après avoir contrôlé sa tension, il y a encore d'autres attitudes. Qui est comme quoi le bain des pieds qu'on fait au chaud. Et après ça, se laisser se sécher complètement de sa sueur d'abord. Et c'est après ça maintenant, il faut commencer les exercices. Pourquoi? Parce que le bain des pieds apporte une relaxation totale. Donc un organisme qui est couché, vous allez constater que quand on passe trop de temps au lit aussi, on se lève avec des courbatures. Exactement. Donc c'est pourquoi il faut nécessairement cette séance-là à la première heure, avant maintenant de commencer par s'étirer avec de différents types de mouvements de souplesse. Et en ce moment, il n'y a rien de brutalité. Tout ce qu'on fait, c'est dans la tendresse, c'est doux. Et la seule chose qu'on fait pour travailler un peu plus le cœur, c'est de rester sur la pointe des pieds et monter les talons à plusieurs reprises. Ça, c'est pas réservé à ceux qui sont en surpoids, c'est pas possible. Ce n'est pas réservé à eux, mais si nous devons rentrer dans ces détails, laissez-moi vous dire, tout ce que nous aurions donné comme directive en mouvement de fitness dépendra de la corpulence de la personne et son état de santé. Donc tout s'adapte. C'est pourquoi il faut parler de suivi personnalisé au niveau de chaque personne. Donc ceci est l'air du côté général. Alors, coach, si tu permets, bien sûr, Mylène, vous avez parlé de la prise de tension. Ça se fait comment si je ne suis pas médecin, si je n'ai pas le matériel adapté pour prendre ma tension, je fais comment? Ou je regarde et j'essaie de déterminer, bon là, ça ne se détermine pas. Mais aujourd'hui, il y a des tensiomètres électroniques et les médecins recommandent à tout le monde. Donc, c'est le manuel qui était difficile à utiliser. Autant qu'il y a de tensiomètres électroniques, c'est très simple. Il y a des tensiomètres à bras et au poignet. Donc, tout est disponible aujourd'hui. L'essentiel, c'est de se procurer de ça et d'avoir ça
sur soi au réveil et la contrôler. Donc, c'est le chiffre donné. Et tout le monde sait très bien que la tension normale varie. C'est-à-dire, si ça commence par aller au-delà de 13, ça veut dire qu'il y a un souci. Si ça va en dessous de 9, ça veut dire qu'il y a encore un souci. Donc, aujourd'hui, même les analphabètes maîtrisent souvent et ils disent, cette partie-là, c'est trop élevé. Et ils nous donnent ce genre de détails, par exemple. Mais moi, j'ai déjà eu à le faire, à utiliser ça pendant un bon moment, pendant tout un mois. Oui. Mais en réalité, je ne savais pas ce que je faisais. Je m'amusais parce que c'était un cadeau. Donc, je m'amusais à prendre ma tension tous les matins. Je notais ça quelque part, mais je comprenais. Mais j'ai remarqué qu'il y a une différence, en fait. Quand tu prends ta tension, quand tu es allongé et quand tu t'assieds ou quand tu es debout, il y a une différence. Même le matin au réveil, ce n'est pas pareil. Et en plus même, pourquoi je l'ai dit de prendre ça avant l'eau? Quand vous envoyez un corps étranger automatiquement, ça change tout l'organisme. Donc, c'est chose normale. Soit vous finissez de faire les mouvements et vous reprenez encore, vous allez voir que ça va donner encore un autre truc. C'est pourquoi au coucher, ça vous donne un autre et assis, ça vous donne encore un autre. Mais ce n'est pas des chiffres qui varient beaucoup. D'accord. Du coup, au réveil, c'est quoi les gestes simples à faire au réveil? Je me réveille le matin très tôt. Voilà, donc je reste sur le lit 5 minutes, à fouiller dans mon téléphone, à tripoter un peu pour prendre un peu l'attention. Enfin, pas tripoter, pas rester sur le téléphone. Voilà. Se laisser dans le lit. N'est-ce pas? Les yeux ouverts, se concentrer. D'autres parlent de la méditation. Mais ce n'est pas la méditation forcément. Mais l'essentiel, reste dans ton lit et ne touche à rien, ne bavarde pas. Et reste là même si vous êtes en couple, dans le lit. Non. Ça se fait. Si vous êtes vraiment programmé, vous allez vous lever et rester là à ne rien faire pendant tout ce temps-là. Allongé dans le lit. Oui. Et on se vide la tête. C'est aussi une sorte de méditation. Oui, c'est aussi et une on sorte peut de facilement méditation, s'endormir comme ça. Mais non, pas sûr. Déjà, pourquoi? C'est en ce moment, ça veut dire que la personne n'a pas pu récupérer la plus grande partie de son sommeil. Sinon, en réalité, quand vous vous couchez et que l'heure sonne et que l'organisme finit de se reposer, vous allez vous lever. Il n'y a rien à faire. Donc, il suffit juste de se programmer. Si c'est à 22h, vous vous couchez pour pouvoir être debout à 5h, faites-le. Mais dès que ça décale de 2h et que vous vous couchez tardivement, il y a d'autres. La belle preuve, moi, je peux me coucher à 1h. Si je me programme de se lever à 5h, je vais me lever à 5h. Mais il y a d'autres, ils n'en arrivent pas. Dès que ça se produit comme ça, là, ils risquent de venir au boulot à 10h. Il y a des sommeils qui sont reposants. C'est-à-dire, tu peux te coucher à 22h, dormir pendant des heures, mais au réveil, tu es courbaturé et puis tu te dis, je n'ai pas bien dormi et tu te recouches. Mais vrai. Tu te couches à 0h et déjà à 4h, tu es sur pied, tu es en forme. Et ce qui est intéressant, quelle que soit la durée de votre sommeil, les précautions à prendre avant ou après sont indispensables. Tel que nous sommes en train de parler des précautions à prendre juste après le réveil, aujourd'hui, on peut toutefois encore décrire d'autres attitudes à avoir avant le coucher. C'est ça qui nous prépare pour le réveil en fait. Donc il y a tout un processus. Après les comportements à avoir au réveil, les exercices de fitness se font avec musique ou sans musique? Non, pas forcément. Et la musique qui est plus utilisée dans ce genre de choses, c'est les musiques douces. Et le son passe tout doucement et vous faites vos mouvements en moins de 5, 10, 15 minutes au maxi. Ça, ce n'est pas une activité physique au complet. Une activité physique au complet est différente de ces attitudes à avoir au réveil. Est-ce que vous voyez? D'accord, oui. Oui. Donc, si nous prenons par exemple les programmes que les médecins donnent aux malades, c'est de faire minimum 30 minutes de marche par jour. Donc, alors qu'en activité physique, vous pouvez vous programmer pour faire 1 heure de temps 3 fois dans la semaine. Ça, c'est pour aller travailler d'une heure donnée pendant les 60 minutes. Et quand ça passe, ça ne veut pas dire que le lendemain matin, il ne faut pas faire les autres. Est-ce que vous voyez, c'est deux choses différentes. Les autres sont obligatoires. Et pourquoi les autres? Les autres, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans avoir que les crises d'AVC s'augmentent au jour le jour, même chez un enfant de 14 ans. Est-ce que c'est normal? Le stress, ça cause beaucoup de dégâts. Entrer sous la douche, jeter l'eau sur la tête directement, ça cause beaucoup de dégâts.
faut encore des gestes avant de mettre l'eau sur la Bien douche. sûr, Ouais. c'est pourquoi quand C'est- vous avez C'est fait on tout a- tout un on a des processus. cours tous les Il faut jours. se réveiller 2 heures, 3 heures avant le... Oui, mais c'est Il faut- tout un processus. c'est tout un processus. On risque de ne pas être à l'heure au boulot, on va justifier cela par... Si tu dois le Je vais faire, respecter- Herman, si tu dois le faire, Herman, tu te réveilles plus tôt. c'est Tu très te simple. réveilles à 5 4 heures. Non, Non, à 4 5 heures, heures. puisqu'il doit être ici déjà à 6 heures. Donc À 6 heures, ok. 4 heures, 4h30 ou 5 heures. À toi de voir. Il suffit juste de se coucher plus tôt. Exactement. Ne restez pas dans la nuit à Bien fouiller dans exact, l'ordinateur oui, 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 jusqu'à... Non, vaut mieux de se réveiller tôt et être devant votre ordinateur pour travailler. D'accord, merci C'est mieux. beaucoup, coach. Merci. Merci, Mylène. Alors, Merci, coach, de vous avoir presté à l'exercice. Merci beaucoup. on va revenir, hein. Vous allez nous promettre de revenir pour parler maintenant de fitness, de quoi cela retourne, tout ce qui entre en ligne Bien de mire sûr, bien sûr. quand on parle de fitness, parce que vous avez parlé tout à l'heure de musique douce, mais c'est qui a que généralement ce qu'on entend, c'est pas de la musique douce, c'est Oui, pour pouvoir bien s'échauffer, il C'est- faut du bruit. voilà, Ça, Il faut c'est un une truc- activité physique qu'on l'utilise. tambour Et- battant, hein, de très Ça bons se fait le matin instrumentaux. ou même des abdos. On le fait le matin parce qu'on veut avoir un Un ventre peu comme plat. on est en train de le voir là. Ah. Non, en réalité, les abdominaux sont vivement déconseillés. Pourquoi? Parce que celui qui travaille les abdominaux pour faire partie de la graisse abdominale, ce n'est pas la même chose que celui qui veut tonifier ses muscles abdominaux. Donc en réalité, il y a souvent ça que tout le monde mélange. On pense que si je fais les abdominaux, je vais faire partie de la graisse abdominale, alors que c'est faux. C'est les muscles de l'abdomen que vous travaillez. Et tous ceux qui le font, ils développent des problèmes lombaires dans l'avenir. D'accord. Et c'est dangereux. Donc, du Nous coup, allons je sais que j'ai revenir à besoin ça. de quelques abdos pour les rendre encore plus en tablette de chocolat. Tablette de chocolat, Bien pas des sûr. rondelles de chocolat. C'est comme vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. En tout Mais cas- ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup à faire, n'est-ce pas? En tout cas, vous avez beaucoup à faire. Merci donc à vous, coach. Merci également à toi, Mylène. On va retrouver le coach Jude dans nos prochaines émissions. Mais je vois que tu es toute belle ce matin. C'est Merci. sûr que qu'il y a un maquillage. j'ai bien dormi. Tu as bien dormi d'abord. Tu Elle t'es. a pris les précautions avant Je de me suis venir. réveillée 2 heures avant l'heure. Enfin, habituelle. ça, je ne peux pas présager de cela. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois aussi t'aboutir à un maquillage flash. Non. C'est Non. un plus. Je ne dois pas m'aboter à ça. Enfin, ta super beauté de ce matin, après, tu veux dire. Exactement. Voilà, donc D'accord. du coup, ça dresse le lit justement à Rebecca qui va nous parler de maquillage flash. C'est juste après ceci. La rubrique mode, beauté, bien-être, ça se passe tous les matins avec Rebecca Kendiaoundé. Rebecca Kendiaoundé qui est déjà là avec ses invités. Rebecca, bonjour. Alors, comment ça va? Tu t'es bien réveillé ce matin? Super bien. J'espère que tu as fait les 2 heures avant. Tu te réveilles 2 heures avant, tu as fait les exercices, Oui. comme l'a dit le coach. Oui, Mais je toi, le oui, fais. oui. Ça Je manque fais vraiment l'effort d'assurance, quand même, je fais l'effort. n'est-ce pas? Oui. Alors, de merci. quoi on parle ce matin? Alors, bonjour Eman, à Oui, nouveau, bonjour, oui. amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique beauté, bien-être. Aujourd'hui, nous allons vous parler du maquillage flash. Alors, que vous soyez une pro du make-up, une passionnée ou une débutante, maquiller son teint est l'étape la plus délicate du maquillage. Entre le choix des couleurs, des textures et l'application, il faut quelques conseils et un peu de pratique pour réussir le teint parfait. Pas de panique, on vous dévoile quelques astuces aujourd'hui avec notre spécialiste. Elle a pour nom Morissette Dompégan. Elle est nutritionniste, esthéticienne et aussi formatrice. Bonjour madame. Bonjour Madame Rebecca. Eman, hier, on vous a parlé de comment tracer ses sourcils. Absolument, oui. Aujourd'hui, nous allons parler du maquillage flash pour finaliser ce que nous avons commencé hier. Et ce serait toujours avec notre modèle d'hier. On a voit que tracé les sourcils sont encore bien tracés. Effectivement, Bien en forme, en oui. forme. Alors aujourd'hui, on va finaliser, madame. Vous êtes prête pour l'exercice? Bien sûr. D'accord. Alors déjà, vous nous dites la première étape, c'est quoi? Bon, déjà, avant tout, je vais lui mettre une cape pour protéger ses vêtements. C'est la première étape déjà.
Plutôt par ici. Non, madame, Plutôt par ici. Plutôt par Oui, pour que je puisse avoir un œil dessus. Parce que les gens m'ont appelé hier, Herman, comment je trace mes soucis. Waouh. Ah, mais bien sûr. Ah, bien. J'ai donné des cours d'esthétique hier. Ah bon? Ouais, bien sûr. Comment? Donc, du coup, il faut que je vois très bien ce matin. Il faut que je vois. Il faut que j'ai sous les Pouvoir yeux. donner plus d'astuces aussi. Bien sûr, plus d'astuces. Hein. Parce qu'à la fin de la saison, c'est que Madame Morissette doit me donner une attestation qui prouve qu'on a fait une formation. D'accord, pas de problème. Donc, je lui mets une cape pour protéger ses vêtements. D'accord. Ensuite, je vais protéger ses cheveux. Normalement, ça se fait avec une bande ou un chapeau ou un filet. D'accord. Mais bon, En l'absence, on va le faire ça. Voilà, on va juste arrêter ça rapidement. Voilà, donc ces cheveux qui seront bien arrangés Voilà, pour ne pas que la poudre puisse les salir. effectivement. Voilà, j'ai tout compris. Voilà. Et moi-même, je vais rapidement protéger. C'est nécessaire. votre Oui, belle c'est chemise nécessaire. blanche. Voilà, c'est nécessaire. Même si ce n'était pas une tenue blanche, c'est nécessaire de protéger ses habits en tant que maquilleuse. D'accord. Alors déjà, la première chose, hier, on a tracé les sourcils. sourcils. Là, maintenant, quelle est la première étape pour commencer le maquillage flash? Pour commencer le maquillage flash, je vais rapidement fixer les sourcils qui ont été tracés hier. Je vais fixer la paupière rapidement. Et je précise que pour le maquillage flash, il ne s'agira pas de faire un maquillage complet en pleine et due forme. Ok. On va sauter quelques étapes. Donc déjà, Parce que c'est déjà le maquillage flash. Comme ça s'entend quoi. C'est voilà, flash. c'est vraiment flash. Donc, je vais rapidement fixer sa paupière. Et comme hier, on a utilisé un concealer un peu plus clair que son teint, aujourd'hui, comme poudre fixante, nous allons utiliser également une poudre un peu plus claire que son teint pour fixer. Alors là, pour le maquillage flash, il ne s'agira pas de faire les fards à paupières. Mais néanmoins, je vais faire une petite transition. Donc, rapidement, je ferai une petite transition. Là, le pinceau que vous êtes en train d'utiliser... C'est un pinceau fluffy ou un pinceau de transition. Voilà. Et la transition, je précise qu'elle se fait avec une couleur mate. Un fard de couleur mate qui tire sur la couleur de la peau. Voilà. Elle peut être la couleur peut-être un tout petit peu plus foncée que la peau. Donc, mais il faut que ce soit mat. Mat, nécessairement mat. Je dirais même strictement mat. Voilà. Et là, déjà, ce que vous êtes en train de faire... C'est la transition. C'est la transition. Voilà. Et ça se fait dans la zone de transition de l'œil. Je précise que la paupière est subdivisée en 3 parties. La zone de transition, la paupière immobile et la paupière mobile. Donc voilà, je vais juste faire la transition. Il n'y aura pas de fard en pleine et due forme. À moins que vous veuillez que je fasse un petit truc, un petit fard. Est-ce que ça fait partie du maquillage flash? Non. Voilà. Ça ne fait pas partie on du est là maquillage uniquement pour parler du maquillage flash. On va le faire de façon On va flash. faire de façon flash. Voilà. Ensuite, avec un crayon, ça peut être un crayon noir, ça peut être un crayon marron, ça peut être un crayon, ça peut être du gel, peu importe. Ça peut être du bleu également, mais de préférence une couleur qui va beaucoup plus faire ressortir l'œil. C'est pour en fait affiner le regard. Donc, généralement, nous le faisons avec du gel ou un eyeliner liquide. Mais pour nos téléspectatrices, je vais juste leur montrer la manière la plus simple de le faire avec les crayons. Parce que nous avons tous des crayons chez nous en tant que femmes. Donc, avec le crayon, c'est plus simple, c'est plus pratique. On utilise souvent des crayons noirs pour mettre là parce que nous, on pense que la couleur noire peut faire ressortir beaucoup plus... Bien évidemment, je pourrais utiliser du noir. J'ai juste voulu... Voilà, pour le maquillage flash, vu qu'il n'y a pas de fard, moi, je préfère toujours utiliser une couleur bleue. Ça permet d'égayer un peu plus le maquillage. Là, c'est quel que soit le teint. Quel que soit le teint. Voilà. Ça peut être du noir, ça peut être du marron foncé, ça peut être du bleu, du vert, du violet foncé. Voilà. Mais je trouve que le bleu, ça fait beaucoup plus classe, ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et ensuite, on va mettre tout simplement du noir là. Voilà. Donc, on va faire ça également au niveau des ras de cils inférieurs. Et là, souvent, on nous dit que quand on met ça, ça peut avoir des inconvénients sur les yeux ou bien... C'est pour cela que tout ce que nous utilisons à propos des yeux doit être de très bonne qualité. Ça, je le précise. Hier, pour
le tracé de sourcils, on a utilisé un crayon bon marché. Mais je précise que celui-là que j'utilise, c'est un crayon de très bonne qualité. Parce que tout ce qui se rapproche de l'œil, il faut veiller à ce que ce soit de bonne qualité pour ne pas affecter l'œil. D'accord. Donc voilà. Et je vais mettre un peu de mascara. Le mascara permet d'égayer un peu plus le regard, le visage. Donc, mascara de couleur noire. Noir, voilà. C'est toujours notre maquillage flash. Toujours notre maquillage flash. C'était censé être flash. Non, mais c'est toujours flash là. Flash? Oui. Le flash, c'est juste... Quoi? Tac, On jette la poudre sur le visage. Vous aussi. Vous saupoudrez le visage et on passe à autre chose. Donc voilà, j'ai mis le mascara. Et on va passer rapidement au fond de teint. D'accord. En parlant de fond de teint, est-ce que ça diffère d'une personne à une autre? Est-ce qu'il y a une couleur pour les personnes de teint noir ou de teint clair? Surtout pour le choix du fond de teint, je dirais c'est l'étape vraiment la plus importante du maquillage. Quand le fond de teint est mal choisi, c'est que vous ratez votre maquillage à 100%. Donc le fond de teint varie en fonction de la couleur de peau de la personne. Voilà. Et si vous regardez déjà, ce que j'utilise est typiquement de sa couleur de peau. Oui. Le fond de teint ne doit pas être plus clair ni plus foncé. Il doit être à 100% la couleur de peau de notre cliente ou de soi-même quand on se maquille. D'accord. Voilà. Donc je l'ai mis avec un pinceau biseauté. J'ai juste mis maintenant, je vais l'appliquer. Et là, je me sers d'un pinceau rond à fond de teint qui me permet de tapoter et ça me permet de bien cacher les imperfections. Ensemble, vous allez voir que toutes les taches vont disparaître comme un coup de magie. Oui, voilà, ça s'entend. Donc, on a parlé de maquillage flash, pas encore de make-up. Donc, si déjà le flash voilà, prend autant de temps, j'imagine pas ce qu'il adviendra du make-up. Un make-up complet pourrait prendre jusqu'à 1h30. Voilà. Donc, j'ai le temps d'aller à Ouida et de revenir. Voilà. Donc voilà, c'est toujours notre maquillage flash qui est en cours. Oui. Mesdames, mesdemoiselles, celles qui nous suivent, parce que voilà, les hommes ne sont pas concernés par que ce soit le maquillage flash ou le make-up. Mais bon, Madame, vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord. Parce que les hommes ne feront pas tout ce que je fais là, mais tout au moins, ils peuvent matifier le teint. Le maquillage masculin consiste juste à matifier le teint. Voilà, pour que surtout à la lumière des projecteurs, surtout pour vous qui êtes dans le domaine, voilà, vous aurez vraiment besoin de ça, juste pour matifier. Il ne s'agira pas de souligner les traits comme chez la femme, mais il s'agira de matifier, de donner plus d'assurance. D'accord. Avec Bruno Soyer, on s'est accordé à appeler ça le saupoudrage de visage. Donc voilà, le teint est terminé. Et je précise qu'il faut étirer un peu la matière dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le cou et le visage. Et le visage, voilà. C'est important. Voilà. Et ensuite, on va mettre une poudre pour matifier. Une poudre pour matifier le visage? Oui, pour matifier le visage, pour matifier le teint. Et la poudre, vous voyez, c'est la poudre de son teint. Ok. La poudre également ne doit pas être plus claire que le visage. Le visage. Voilà. Elle doit avoir la même couleur de peau que la personne que nous maquillons ou quand on se maquille soi-même, ça doit avoir la même couleur que notre peau. D'accord. Voilà. Et juste après ça, on va juste mettre du rouge à lèvres pour égayer un peu. D'accord. J'espère qu'on amorce la descente. On est à la dernière phase déjà. Voilà. Donc du coup, on peut déjà appeler... Mylène? Vous savez de quoi je parle? La tour de contrôle pour amorcer notre descente. Donc, la dernière étape, c'est le rouge à lèvres. Et là, vous êtes en train de tracer encore une courbe. Oui, je suis en train de délimiter les contours de ses lèvres, les contours naturels de ses lèvres. D'accord. Et avec... Un crayon, je dirais du rouge au vin. Okay. Oui, c'est la couleur la plus pratique. Et cette couleur va avec pratiquement toutes les couleurs de rouge à lèvres. Okay. Voilà, maintenant, je suis en train de mettre notre rouge à lèvres, mais qui est sous forme de crayon. Voilà, je le mets au centre. J'ai choisi un rose fuchsia pour égayer un peu. Vu qu'il n'a pas de couleur sur les yeux, sur les paupières. Donc, on va égayer un peu le maquillage avec une couleur un tout petit peu flashy.
D'accord, comme le maquillage flash lui-même. Voilà. Voilà, en fait. Puis je Donc, si je comprends bien, en fait, la différence entre le make-up et le maquillage flash, c'est les fards. Bon, sinon que déjà le make-up, c'est déjà le maquillage. C'est juste la différence de mots en matière de langue. Le make-up, c'est en anglais, le maquillage, c'est en français. Je pourrais dire un make-up flash également. En fait, la différence est que nous n'avons pas fait de fard, on n'a pas redéfini les contours du visage même. On pourrait retracer son visage et lui donner un visage beaucoup plus structuré. Mais dans le cas du maquillage flash, nous ne faisons rien de tout ça. Et nous n'avons pas mis les faux cils également. Sinon que pour un maquillage complet, on devait mettre les faux cils. Donc voilà, notre maquillage est terminé. Vous voyez le résultat déjà. Le résultat, il est patent. Le résultat, il est patent, ça se voit. Donc voilà, Madame Dompégan, merci. Merci, Monsieur Herman. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir éclairé nos téléspectatrices, surtout sur le maquillage flash. Rebecca, merci à toi aussi. Merci. Je rappelle que Morissette Dompégan est esthéticienne, nutritionniste et aussi formatrice. Alors, merci donc à toi, Rebecca. Merci également à Madame Morissette Dompégan. Toute la communauté des femmes passe par ma voix pour vous dire merci parce qu'elles ont encore appris des techniques de plus. Maintenant qu'on a fait du sport matinal, qu'on s'est maquillé, on va se rendre maintenant où, Rebecca? On se rend où? On se rend où, Mylène? On se rend où? Chez nos mères. Non, pas chez vos mères, mais sur des parcours de golf. Ce sera avec notre sportif maison. Quand on évoque le sport, ça fait appel à qui? À Bruno. À Bruno Soali. C'est juste après ceci. Aujourd'hui, on parle de swing au golf avec Bruno Soali. Bruno, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, je salue les téléspectateurs. Bon réveil à tous. Voilà, donc on est là pour parler de swing au golf, n'est-ce pas? On est là pour parler de swing au golf. Le swing qui, en anglais, quand vous dites swing en anglais, ça veut dire balançoire. Donc, c'est déjà pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble le swing. Donc, quand on dit balançoire, par exemple, vous avez un mouvement d'aller et de retour, bien entendu, d'un sens A vers un sens B. Donc, le swing au golf aussi, qu'on appelle au Québec l'élan, c'est ce geste-là par lequel les golfeurs arrivent à prendre un élan de la main, bien entendu, en soulevant leur club pour pouvoir mesurer à une certaine hauteur, comment appelle-t-on, la distance à laquelle il voudrait envoyer le ballon, parce que c'est ce qui compte à la fin. Vous pouvez avoir peut-être le trou à peut-être 5-10 mètres de vous, comme vous pouvez l'avoir un peu plus loin. Donc, l'élan que vous allez prendre avec votre club, ça dépend aussi de cela. Donc, on prend l'information du niveau auquel se trouve le trou avant de prendre, donc, de soulever le club et pouvoir mesurer le ballon. Donc, le swing, c'est ce mouvement-là où on prend l'élan pour pouvoir balayer, je dirais, la balle de golf et l'envoyer vers le trou qu'on a pointé pour pouvoir le faire entrer dedans. Donc, voilà un peu ce que signifie le swing, mais nous allons, à travers un élément, mieux comprendre ce que c'est que le swing et on va revenir pour parler d'une des variantes du swing. Le swing de golf élan au Québec est le mouvement effectué dans le but d'apporter une énergie à l'aide d'un club à la balle pour qu'elle parcourt la distance souhaitée. Tout golfeur a un swing propre à lui, mais celui-ci comporte tout de même des éléments quasi fondamentaux. Le backswing, il s'agit d'une rotation de buste et non des bras vers l'arrière. On peut appeler overswing le fait d'aller trop loin en arrière, ce qui peut permettre de mettre plus de vitesse dans le club. Par contre, il perd en précision. La rotation entraînant les bras, un bon swing doit procurer le plus d'énergie possible à la balle en la frappant en plein centre de club. Une pleine rotation entraîne un swing complet et une demi-rotation, un demi-swing. D'un point de vue psychologique, la balle n'est qu'un incident de parcours du swing. La souplesse de l'élan dépend aussi d'un grip relâché. Il est conseillé de ne pas s'inspirer de l'élan des professionnels tels que Tiger Woods, McIlroy et Stenson. Ceux-ci, bien qu'ayant l'impression de donner de la puissance, sont en réalité extrêmement relaxes dans toutes les parties de leur corps concernées. Enfin, on considérera que le swing d'Ernie Els
est un modèle de relâchement pour ceux qui cherchaient à s'inspirer des meilleurs. Forcer n'engendre rien d'autre qu'un coup moyen, voire raté. Le golf est un jeu d'extase. Il est tellement important de maîtriser d'infimes détails et de faire preuve de persévérance pour les 9 à 18 trous. Et tout commence avec votre swing. Si vous ne parvenez pas à envoyer votre balle suffisamment loin ou si vous n'avez jamais frappé une balle de golf de votre vie, voici quelques conseils pour améliorer votre swing. Placez votre pied légèrement en avant de la balle. De cette façon, votre club sera positionné vers le centre de votre corps. Vos pieds devraient être légèrement plus écartés que vos épaules. Rapprochez-vous ensuite suffisamment de la balle afin que le centre de la tête de votre club atteigne la balle lorsque vous tendez les bras sans faire d'effort. Vérifiez ensuite votre alignement, l'alignement étant la direction dans laquelle sont orientés vos épaules et vos pieds. Fléchissez par la fin légèrement les genoux. Plutôt que d'être raide comme un mannequin, essayez d'adopter une position plus athlétique en fléchissant légèrement vos genoux. Donc, on a l'impression d'avoir tout compris sur le swing. Alors, tout à l'heure, puisque c'est vous qui avez parlé du sujet, on ira sur un parcours de golf. Je vous remets le matériel adéquat et on va faire l'exercice d'application. Il n'y a pas de souci. Si le matériel est réuni, ça pourra se faire simplement, Herman. Alors, il y a également le backswing, parlons-en. Oui, le backswing, j'en ai parlé, mais brièvement dans l'élément. Le backswing, c'est cet élan-là qu'on prend, sauf que, à la différence du swing simple, c'est qu'au niveau du backswing, vous effectuez la torsion seulement sans que votre buste véritablement ne puisse suivre le mouvement. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que ça vous demande de prendre toujours l'élan, mais sans pouvoir forcément vous retourner comme dans le swing. Donc, et pour le backswing, comme je le disais, c'est vous levez votre club de votre position où vous êtes, parce que vous devez vous positionner la balle de golf, vous devez avoir vos deux jambes qui sont parallèles à la balle de golf, mais un peu en retrait, bien entendu. C'est ainsi, parce que le positionnement aussi compte dans un swing. Si vous vous positionnez après le ballon, ce n'est pas évident que vous réussissiez. Donc, il faut que vous ayez les deux jambes parallèles à la balle de golf et comme ça, vous arrivez véritablement à prendre votre élan. Donc, comme je le disais, au niveau du backswing ici, c'est que c'est conseillé beaucoup plus pour les distances lorsque vous visez un trou qui n'est pas trop loin. Là, le backswing marche parce que dans le backswing, je dirais que l'énergie est moindre. C'est-à-dire que la force avec laquelle vous propulsez le ballon, la balle de golf, est un peu moindre. Donc, c'est conseillé pour les courtes distances lorsque vous avez le trou juste à côté. Il y a principalement 3 phases pour réussir un backswing. Il faut d'abord amener vos mains en arrière tout en maintenant de près votre jambe arrière. Il faut aussi essayer de garder votre bras avant tendu, comme je le disais. Donc, à ce niveau-là, il faut aussi une flexion des genoux légèrement parce que vous devez être un peu courbé pour pouvoir réussir donc le backswing. La deuxième phase, c'est que vous devez casser légèrement votre poignet. Donc voilà, il faut que le poignet soit vraiment, on va dire, l'articulation de votre poignet soit vraiment en forme pour que vous puissiez réaliser le backswing sans se faire mal aussi parce que, attention, vous pouvez vous faire mal. Et il y a au niveau de la troisième phase, vous devez faire pivoter votre torse, comme je le disais, mais sans forcément faire le mouvement. Donc, le torse doit juste, on va dire, pivoter, mais sans que votre corps tout entier ne se retourne comme dans le swing. Donc, voilà pourquoi je disais que le backswing est un peu plus compliqué, mais c'est toute une gymnastique. C'est toute une gymnastique. Donc, il faut aussi dire, donc, lorsque vous êtes golfeur, les gens pensent que non, quand on est golfeur, il faut juste aller sur les coups de golf et commencer par taper dans la... Non, il faut des échauffements aussi parce qu'au niveau du backswing, si vous n'avez effectué aucun échauffement, si vous n'avez rien fait, vous vous réveillez le matin, vous allez sur les parcours, vous commencez, non, ça ne se passe pas comme ça parce que cette torsion-là aussi, c'est un peu des exercices. Donc, il faut les faire préalablement
véritablement, vous allez voir chaque fois les golfeurs, c'est pourquoi avant de faire un swing, vous les voyez essayer plusieurs fois. Vous vous demandez, mais quand est-ce qu'il va s'y mettre, quand est-ce qu'il va y aller. Donc, mais il s'essaie. Mais en fait, c'est parce qu'on ne réussit pas forcément au premier coup. Donc, il faut prendre l'information, il faut s'adapter, il faut véritablement se mettre en condition. Donc, ce n'est pas qu'au foot que les gens s'échauffent ou au basket que les gens s'échauffent. Chaque sport a ses réalités. Donc, au golf, c'est un peu cela. On en a appris de nouveau avec vous aujourd'hui, avec toi, si tu veux, Bruno Soili. On a appris le mot swing. Mylène, tu connaissais ce mot auparavant? J'ai entendu une fois ou deux, mais je ne maîtrisais toujours pas. Puisque ce n'est pas trop mon truc, le golf. Rebecca, c'est ton truc, le golf? Ça te dit? Pas du tout. Le sport aussi. Mais c'est quand même beau, c'est très beau quand je vois les golfeurs. C'est vraiment honorable. Et vous voyez généralement les grands golfeurs, lorsqu'ils finissent de réaliser le swing, ils gardent le club en l'air et ils regardent le ballon. C'est surtout ce geste que j'aime voir. Quand ils finissent de faire le swing, ils gardent le club en l'air et ils regardent la trajectoire de la balle de golf qu'on appelle le hook au golf, et ils regardent pour voir à quel niveau ça va atterrir. Lorsque ça atterrit parfois directement dans le trou ou tout proche, le public commence par applaudir et vous voyez maintenant le golfeur posé. C'est quasiment de la magie. Lorsque vous voyez les parcours de golf, le trou peut être à des centaines de mètres. Vous demandez, et tout ça, le secret, c'est le swing et le coup d'œil. Vous avez l'impression que certains golfeurs ont une liaison avec le trou. C'est comme s'ils ont une relation avec le trou. Et donc, lorsqu'ils finissent le swing et qu'ils envoient le ballon, franchement, la balle, pardon, je continue de dire le ballon. Oui, quand ils finissent d'envoyer la balle, vous vous dites vraiment qu'apparemment, il avait un lien, peut-être une corde entre lui et le trou de golf. Donc, c'est simplement magnifique. C'est un sport qui est très beau. C'est vrai que dans la société en général, c'est un sport qui est perçu comme un sport de bourgeois. Bon, effectivement, dans certains pays, il faut être d'une certaine classe pour pouvoir... Parce que voilà, les coups de golf, les parcours de golf, d'abord, ne sont pas accessibles à tout le monde dans la société. Parfois, il faut faire partie de certains groupes, des gens d'une certaine classe sociale, etc. Donc, ce n'est pas comme le foot où vous pouvez sortir au quartier le soir et jouer, parce qu'il faut des domaines bien aménagés pour en faire des parcours de golf. Merci donc à vous, Bruno Soili. On connaît désormais tout sur le swing. On va s'essayer, même si on n'a pas le matériel adapté, on ira chercher un bois et une balle et on va voir si voilà, le cours que vous nous avez donné ce matin sera appliqué. Mylène, on revient avec toi pour parler cette fois-ci de parade de grand-mère. Parade de grand-mère, c'est juste après ceci. Parade de grand-mère, quand on évoque cette rubrique, c'est pour parler de ces interdits-là de la société, de ces expressions-là qu'on nous disait, de ces idées-là qu'on nous mettait dans la tête. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, sans réelles explications. Et c'est justement ça qu'on va éplucher avec vous. Oui. On continue avec nos maximes en essayant toujours de comprendre le pourquoi. Aujourd'hui, on s'attardera sur la maxime « On ne siffle pas la nuit ». Et on est avec notre sociologue Didas Tossou. Bonjour et merci d'être des nôtres. Bonjour, madame. Alors dites-nous, pourquoi ne doit-on pas siffler la nuit? Merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. On ne siffle pas la nuit parce que c'est un interdit. C'est un interdit de la société. Certaines régions, on vous demande de ne pas siffler parce qu'il y a des causes, parce que c'est une contrainte imposée par la société. On ne siffle pas la nuit parce que lorsque vous sifflez la nuit, peut-être vous faites attirer vers vous des esprits mauvais. Ça ne se fait pas partout, mais dans certaines régions, je prends notre pays, on ne siffle pas la nuit. On siffle la nuit à des moments donnés lorsque on veut faire des cérémonies. Si nous prenons le cas, par exemple, du plateau d'amour, par exemple, avant de siffler la nuit, c'est au cours d'une cérémonie, très tard la nuit, qu'on organise cette cérémonie. On siffle pour faire appeler, par exemple, les morts, et on fait un rituel avec ces morts, tous les morts, je vais dire, en griffe, et on se retourne. On ne siffle pas pour siffler. Par contre, il y a dans certaines régions, on siffle parce que si, par exemple, c'est un chasseur, il peut siffler pour deux raisons. Il siffle pour
appeler les siens la nuit pour se faire identifier, ou encore il siffle pour se faire éloigner des animaux qui pourraient l'attaquer. Parce que le siffle la nuit, c'est souvent les serpents qui le font. Le serpent siffle pour pouvoir se faire identifier par les siens. Alors, si je siffle la nuit, ça veut dire que j'attire aussi ces serpents qui aiment ces siffles-là, bien qui sifflent comme ça, je les attire vers moi. Alors, la société a jugé bon de dire à la population, on ne siffle pas, parce que si tu siffles, demain, il peut y avoir des conséquences néfastes. Donc voilà un peu pourquoi on ne siffle pas. Nous sommes à Cotonou. Moi, je suis à Cotonou. Oui. Est-ce parce qu'il n'y a plus de forêt que je ne dois pas siffler? Est-ce que je peux siffler parce qu'il n'y a pas vraiment de forêt ici? Il y a pas, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de serpents, donc je ne risque rien. Je peux siffler la nuit? Oui, vous êtes à Cotonou, vous pouvez siffler la nuit, d'accord, mais dès lors qu'on vous dit, dans votre socialisation, dans votre éducation, on vous demande de ne pas siffler. Si vous ne prenez pas l'habitude de ne pas siffler, le jour où vous allez vous retrouver dans des conditions où vous allez siffler, vous pouvez subir les conséquences. Donc il vaut mieux apprendre à vivre maintenant, il faut mieux apprendre à être éduqué maintenant pour qu'en sortant vous ne soyez pas surpris. Donc je suis à Cotonou, on peut siffler, d'accord, la nuit, le bruit est tout le temps là, les motos passent, les voitures passent, les cris de ci et ça. On ne fait pas la différence. Mais dès lors que vous rentrez dans des zones très reculées, dans des forêts, vous ne pouvez pas le faire. Moi, j'ai une question. Oui. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'est pas resté au Bénin, qui n'est pas resté avec ses parents, a passé son enfance à l'extérieur, grandi à l'âge de 18 ans, rentre au pays et le soir siffle comme ça. Il ne sait pas. Est-ce qu'il y aura aussi des conséquences? Très bien. Vous quittez la France, vous quittez les États-Unis, vous venez en vacances chez vos parents et vous sifflez. On va vous appeler pour dire on ne fait pas ça ici. Ne faites plus ce que vous venez de faire, sinon vous aurez les conséquences. Je crois que on dit dans notre langue, lorsque vous ne savez pas quelque chose, vous n'êtes pas frappé de coup par la loi. Mais dès lors qu'on vous le dit et que vous continuez, vous enfreignez à la loi, vous transgressez, mais vous allez subir les conséquences. Alors, monsieur Tossou, comment en est-on arrivé à ces interdits-là de la société? On ne siffle pas la nuit, on ne balaye pas la nuit, on ne chante pas sous la douche, tout ça. Comment en est-on arrivé à établir ces lois-là? Très bien. C'est après des années d'expérience que nos aïeux, nos parents ont fait des constats et disent, si on siffle la nuit, on balaye la nuit, non, on se lave très tard la nuit, voilà ce qui va se passer. Je donne le cas précis de ne pas se laver très tard la nuit. Vous savez, tout ce qu'on fait la nuit, c'est souvent pour congédier les mauvais sorts. Quelqu'un qui veut faire une cérémonie pour dire je vais congédier ceci, je vais me laver des mauvais sorts, c'est dans la nuit tard qu'on le fait. Quand vous passez dans nos rues, même à Cotonou, vous allez voir, on dépose des calebasses, mais vous ne savez à quelle heure on a déposé. Vous avez jamais vu ça? C'est très tard la nuit. Ça veut dire que la personne, quand il a fait sa cérémonie, il est parti déposer les sorts au cœur d'un carrefour ou quelque part pour dire, maintenant, je renvoie le malheur. Mais le sorcier, vous avez jamais vu un sorcier en plein jour non, le sorcier sort toujours la nuit. Même si vous êtes à côté d'un sorcier, il ne sort pas à 20h, 21h, c'est très tard la nuit. Et c'est très tard que vous voulez mettre les mousses sur votre corps en voulant passer cet esprit, mais il peut passer et vous rencontrer. C'est pourquoi on dit, non, il ne vaut même pas se laver très tard la nuit. Mais il y a une autre conception. Peut-être que ça va vous faire rire. Quand on dit, par exemple, une femme ne peut pas se laver très tard la nuit, ce n'est pas forcément parce qu'il y a ce mauvais esprit. Il y a aussi qu'il faut que la femme se prépare tôt. Il ne faut pas que la femme reste là pour dire c'est à 23h, je vais me laver, alors que le monsieur a quitté le boulot, il avait non. Voilà. Donc c'est juste aussi pour ramener la femme à faire tout et tôt. Et c'est justement une parade. Bon. De grand-mère. De grand-mère. J'espère que la leçon est retenue. Vraiment. Et je comprends maintenant parce qu'il y a beaucoup de maximes liées à la nuit. Il y en a tellement. La nuit, il y a beaucoup de choses dans la nuit. Il vaut mieux retenir que la nuit, ce n'est pas bon pour nous tous. Les grands-parents ont déjà vu beaucoup de choses et quand on vous demande de suivre, il faut suivre. Pourquoi on vous demande de ne pas sortir la nuit? Même sortir tout simplement.
Pourquoi? Parce que ce que vous allez rencontrer sur la voie, vous ne le connaissez pas, vous ne le maîtrisez pas. On ne peut pas l'identifier. En plein jour, quand un policier vous voit, il ne demande pas votre carte comme ça. Mais très tard la nuit, il va vous poser la question de savoir qui vous êtes, donnez-moi votre carte. Pourquoi? Parce qu'il veut vous identifier, qui vous êtes. Donc la nuit comporte tout ce qui est en griffe malheur. C'est comme ça on a conceptualisé la vie. Pour dire tout ce qui est noir est malheureux, contient des malheurs. Donc il vaut mieux éviter ça et rester sous le clair. Herman, je sais que tu es friand des sorties de nuit. Tu adores ça. Je ne sais vraiment pas de quoi tu comprends donc qu'il ne faut Bruno, pas que tu sortes la nuit. Après 21h, moi, je ne quitte pas. Ah là là, c'est faux, c'est pas vrai. Bruno, essaie de confirmer au moins. Non, Herman n'est pas... Herman, non. C'est vrai que j'ai toujours les messages, il m'envoie des messages. C'est vrai que c'est un couche-tard parce que, voilà, il farfouille dans son téléphone, mais pas qu'il sort, quoi. Herman est dehors chaque samedi soir. Il ne rate pas les samedis soirs. Et il t'explique, c'est un samedi soir, on doit sortir. Même quand il a sommeil, il sort. Non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Mylène, merci quand même de nous avoir éclairé. Merci, monsieur Didas. Merci beaucoup. On comprend avec vous simplement que ces maximes ou ces interdits là sont des expériences personnelles conçues sous forme de sagesse. Et qui sont encore d'actualité. D'accord, des expériences, c'est pourquoi il parle d'expériences personnelles conçues sous forme de sagesse éternelle, parce qu'on ne finira jamais de parler de ces maximes. Merci beaucoup à vous, monsieur plutôt Didas Tossou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Merci d'être passé sur le plateau de la parenthèse. La parenthèse va se poursuivre, mais avant, on va faire un tour aux relations publiques et on revient juste après. Merci beaucoup. Retour sur la parenthèse et c'est à présent la rubrique découverte qui vous accueille et ce sera avec Ariana Silva. Bonjour. Bonjour Herman et bonjour aux amis téléspectateurs. Alors on parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'ampoule électrique. Et tous autant que nous sommes sur ce plateau, c'est sûr que nous avons une ampoule électrique à la maison. Ça c'est une certitude. Alors. Ou peut-être que Bruno a peut-être encore les lampions. On ne sait jamais. Ou bien les bougies. Non. Ou Mylène a peut-être des lanternes. Eh bien, cette invention a été mise au point par Joseph Swan en 1878, j'allais dire, améliorée par Thomas Edison en 1879. Un an plus tard, donc, suite à un procès, les deux inventeurs obtiennent le droit de fabriquer leurs ampoules pour mettre au point un filament capable d'émettre de la lumière au passage de l'électricité. Thomas Edison a recherché le matériel idéal aux quatre coins du monde. Après plusieurs expériences, il a finalement opté pour un filament en bambou carbonisé. En 1879, sa première ampoule électrique a été brevetée. L'année suivante, il fonde son entreprise, la Edison Electric Light Company. Toutefois, l'ampoule électrique imaginée par Edison était encore imparfaite. Le filament en bambou carbonisé brûlait au bout de 30 heures. Lewis Howard Latimer, ingénieur de la Edison Electric Light Company, trouve la solution à ce problème. Il met au point une ampoule à incandescence avec filament de carbone qu'il fait breveter en 1882. L'ampoule électrique à incandescence que nous connaissons aujourd'hui utilise un filament de tungstène, un métal beaucoup plus résistant à la chaleur que le carbone. En 1911, Irving Langmuir améliore ses ampoules à incandescence grâce au bobinage des filaments et à l'emploi d'un remplissage gazeux. Il a l'idée de remplir l'ampoule en verre de gaz inerte pour limiter la sublimation du tungstène et l'usure du filament. L'ampoule électrique a aussi
aussi évolué hein, dans le temps, un peu comme la télévision, on en parlait hier. La lampe halogène, inventée en 1959 par 2 chercheurs de la Edison Electric Light Company, est une autre amélioration de l'ampoule classique. Elle est remplie d'un gaz halogéné afin de limiter le noircissement de l'ampoule et l'usure du filament de tungstène. Après l'ampoule halogène, nous avons l'ampoule fluorescente et les lampes fluocompactes que nous avons aujourd'hui. Eh bien, ce sera tout. Herman. Merci beaucoup à vous, Ariane da Silva. Vous avez fait un cours d'histoire et de physique. Je sais que vous en avez les compétences. On ira au laboratoire tout à l'heure. On va vous mettre le matériel à disposition pour voir si vous allez pouvoir nous fabriquer une ampoule. Ben, j'espère que je pourrai le faire. Alors, merci. Donc, on a su avec vous l'évolution de l'ampoule dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des ampoules beaucoup plus sophistiquées. On a des ampoules économiques qui nous permettent généralement d'économiser de l'énergie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, avec voilà, tout ce qu'il y a autour de la crise énergétique et tout, c'est vrai que le Bénin ne connaît plus de crise énergétique. Mais c'est toujours bien quand même, n'est-ce pas, Bruno Soili, d'économiser de l'énergie en utilisant des ampoules qui ne sont pas forcément, on va dire, énergivores. Oui, parce que lorsqu'il faut utiliser, que ce soit les lampes, que ce soit notre frigo et tout ce qui va avec, on est très content, mais lorsque les factures viennent, c'est pas toujours ça. Donc, lorsqu'il y a des lampes qui sont très économiques, donc je pense que c'est vraiment très bien. La lumière est essentielle dans la vie de l'être humain. Lorsqu'il y a même une petite coupure, même de 30 secondes, tout le monde devient mal à l'aise, on n'a plus envie de bouger. On sent que quelque chose nous manque, mais dès que la lumière revient, et généralement, vous voyez, lorsqu'il y a une coupure, vous entendez dans le quartier « oh ». Surtout à l'heure de feuilleton. Voilà, vous entendez « oh ». Ou un match de foot, vous entendez « oh ». C'est dans une moindre mesure. Voilà, donc c'est vous dire que la lumière est vraiment essentielle dans la vie de l'être humain. Et donc, c'est bien que des gens aient pensé à l'invention des ampoules pour pouvoir éclairer les endroits. Et quand on parle d'éclairage aussi, je parlerai de l'éclairage public qui est devenu aujourd'hui une question très préoccupante parce que au-delà de nos maisons, dans la rue, il faut que ce soit éclairé aussi. C'est des questions de sécurité. Alors, Mylène, pour finir avec vous sur le sujet de la lampe, j'espère que vous faites économie d'énergie en éteignant chaque fois vos lampes avant de quitter la maison. À part mes lanternes, oui, je le fais. Oui, de toute façon, oui. Je sais que vous êtes très conservatrice et que vous vivez comme dans l'ancien temps. Comme la grand-mère. Exactement. Comme la grand-mère. C'est justement pourquoi elle a l'art de nous trouver les parades de grand-mère. On passe à présent à la rubrique Le Talk. Il a 14 ans et il a déjà le baccalauréat. C'est un jeune Sénégalais, un petit génie. C'est vrai qu'au Bénin, on en a également qui a eu son baccalauréat à 11 ans. Aujourd'hui, on parle donc de ce jeune Sénégalais-là dans le talk, la rubrique Le Talk, qui va discuter autour de la question. Mais avant, on suit ce reportage et on revient juste après. On va retrouver tout à l'heure le reportage donc, de ce jeune garçon en attendant donc, de retrouver le reportage sur ce jeune Sénégalais là, de 14 ans. Voilà, on me signale que le reportage est prêt. Da Silva, j'avais commencé par évoquer le sujet de ce jeune garçon qui a 14 ans et qui a déjà obtenu son baccalauréat. On l'appelle un petit génie. C'est vrai qu'au Bénin, on a également des génies. On a notre génie qui a eu le baccalauréat à 11 ans également. Mais fondamentalement, quelle appréciation portez-vous sur le fait d'avoir le bac à 14 ans quand on sait que le cursus scolaire du CI en terminale, si je ne m'abuse, ça doit faire 14 ans. Ça fait 6 ans au primaire et 7 ans. Ça fait 13 ans. 13 ans ça fait 13 ans. Donc, on suppose qu'il a commencé l'école à 1 an. Donc, c'est un génie, un vrai génie. Et sans maternelle. Hein. Et sans maternelle. Les 2 ans de la maternelle. Ouais. Ah non, c'est impressionnant. Tout de suite, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Mais en même temps, bon, ce sont des choses qui arrivent. Et je suis sûre, cet enfant, c'est sûr qu'on lui a sauté des classes. Mais ce n'est pas évident. 1 an à l'école, ça me paraît un peu bizarre.
N'est-ce pas? On a dû lui sauter des classes. Et bon, Oui, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire quelque part, de ce génie je me sénégalais. dis, c'est peut-être bien de voir son enfant évoluer. C'est bien de savoir que son enfant est très jeune et qu'il évolue bien, qu'il travaille bien à l'école. Mais en même temps, il faut se poser la question de savoir, est-ce que cet enfant est épanoui? Et cet enfant dont vous parlez, justement, on va le suivre dans cet élément. Il y a de cela 3 ans, on s'est intéressé à lui quand il a décroché son BFM à 11 ans. L'histoire a suivi son cours et il est devenu le plus jeune bachelier à l'âge de 14 ans. J'ai obtenu là-bas mon CFA et mon entrée en 6e à l'âge de 9 ans. Après, j'ai sauté la classe de 6e pour venir directement en 5e. Puis j'ai sauté encore la classe de 4e pour venir directement faire la 3e à l'âge de... Et j'ai obtenu là-bas mon BFM à l'âge de 11 ans. Après, j'ai fait la seconde S au cours privé Les Leaders, puis la première S1, et après, je suis venu faire la terminale S2. Et j'ai obtenu là-bas, en terminale S2, j'ai obtenu mon bac à 14 ans. Voilà résumé le cursus scolaire de notre petit génie, appellation qu'il rejette même se considérant tout à fait ordinaire. Et pour moi aussi, c'est un bac comme tous les autres bacs. L'âge importe peu, parce qu'il y a même des gens qui l'ont à 18 ans et j'ai le même plaisir que ces gens-là qui ont obtenu leur bac. J'ai le plaisir d'avoir mon baccalauréat donc. Pour arriver à ce stade prématuré pour son âge, Alfred a dû batailler dur. On avait eu un emploi du temps assez dur puisque tous les jours c'était 8h, 16h et des fois 8h, 18h. À part ça, je me suis pris comme n'importe quel élève qui voudrait avoir le baccalauréat. J'ai fréquenté des groupes de travail. Je questionnais mes profs quand je ne comprenais pas. Je suivais en classe. Et je faisais mes exercices et j'essayais d'apprendre mes leçons au jour le jour. Amoureux de littérature, le petit Mango aspire au métier d'écrivain, de médecine, d'informaticien, bref, que d'ambition qu'il compte réaliser. C'est bien possible même parce qu'il y a des gens qui ont allé d'autres choses, comme une personne qui fait la sociologie et la pétrochimie, mais une personne qui est agrégée en philosophie et qui fait de l'économie, tout ça. Donc je crois que c'est possible aussi. Cette réussite précoce, il la doit aussi à ses parents, tous deux enseignants, mais aussi à ses frères et sœurs qui le soutiennent. Je peux dire que mon grand frère est un génie. Il est très fort. Il est très fort pour le travail. Je le trouve très sérieux, très respectueux. On va pouvoir suivre ses pas. Je l'ai encadré, comme il a dit, en histoire géo et un peu en SVT. Mais pour le français et la philosophie, c'est son père qui l'a encadré. Sinon, il n'a pas eu de répétiteur durant toute l'année. Nous rendons grâce à Dieu pour ça, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a la main du bon Dieu derrière tout ça. C'est vrai que nous, on a essayé tout simplement de l'accompagner. Le succès du petit Alfred ravit, mais inquiète aussi la maman qui pense à l'environnement des universités. Cet aspect, pour le moment inconnu, du nouveau diplômé ne lui fait pas peur. À l'université, on trouve les extrémités, les plus bons sont là-bas, les plus mauvais aussi sont là-bas. Maintenant, quand tu envoies un enfant de 14 ans dans une université, là, avec toutes les influences qu'il peut recevoir, c'est un peu inquiétant quand même. Je me dis que quand quelqu'un fait ce qu'il a à faire, le reste, il doit le mettre entre les mains du bon Dieu. Et comme j'ai eu mon baccalauréat, le reste, peut-être que le destin a été déjà écrit. Ça dépend. Je suis prêt à aller dans n'importe quelle université dans laquelle on pourrait m'orienter, puisque je me dis qu'arriver là-bas, je ne dis pas que je serai le meilleur, mais je serai parmi les meilleurs s'il plairait à Dieu. En attendant de faire face à la vie universitaire, Alfred profite de son entourage et s'adonne à ses passe-temps favoris, la lecture, le foot, entre autres, dans ce grand terrain du quartier Fayou de Thiès. Voilà donc ce jeune de 14 ans qui est déjà bachelier. C'est vrai qu'au Bénin, on en a qui
à moins de 14 ans, lui a déjà 2 bacs, Bruno Soili. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Écoutez, il y a dans la vie des êtres humains qui sont, je dirais, non, qui ne sont pas dans les normes, qui sont un peu, je dirais, à part. Donc, quand à 11 ans, par exemple, le petit Béninois a décroché son bac et à ses 13 ans, ou enfin, avant ses 14 ans, il a un 2e bac, vous vous posez des questions, vous l'avez souligné dans votre introduction, le cursus normal, combien d'années ça devrait prendre, et quand des gens sont largement en dessous de ce nombre d'années-là, arrivent à décrocher le bac, vous vous dites qu'il y a un génie quelque part. Pour ma part, quand vous prenez le cursus de ce petit Sénégalais qui se refuse de se faire appeler génie, il n'a pas fait toutes les classes. Il y a eu des classes où on lui a fait grâce, on l'a amené en classe supérieure tout le temps. Comme la 6e, par exemple, ce que je trouve un peu bizarre parce que la 6e, c'est quand même l'entrée au cours secondaire. Donc, sauter la première classe et aller directement en 5e, franchement, c'est un génie. La question, vous pouvez la prendre sur 2 pans, c'est que sur un pan, vous vous demandez le fait de n'avoir pas fait toutes les classes, est-ce que véritablement l'enfant a pu regrouper tous les fondamentaux pour pouvoir véritablement progresser? Mais dans le même temps, vous vous dites que s'il n'a pas pu capitaliser les fondamentaux, la vérité, c'est que l'enfant a progressé. Et donc, à un moment donné ou à un autre, vous vous dites que oui, peut-être des choses lui manquent pour n'avoir pas fait telle ou telle classe. Mais quand vous êtes génie aussi, vous n'avez pas besoin parfois qu'on vous apprenne certaines choses. Les génies apprennent certaines choses d'elles-mêmes. Vous prenez au foot, certains sont allés à l'école de foot, certains ne sont pas allés à l'école de foot. Ils sont plus brillants que ceux qui sont allés à l'école de foot, bien qu'ils n'ont jamais eu un entraîneur d'école, d'enfants, un formateur, qui leur a appris comment on fait la passe, comment on fait le contrôle, etc. Donc, lorsque vous avez un génie aussi, il y a des choses qui naissent en vous, il y a des choses que vous arrivez à vous inculquer et vous êtes quelque part aussi autodidacte dans certains domaines de la vie. Alors, Mylène, ce jeune qui a le bac à 14 ans ou celui du Bénin qui a le bac à 11 ans ou à moins de 13 ans, à moins de 14 ans, pardon, a déjà 2 bacs. Ces jeunes-là vont se retrouver à quasiment 17 ans ou portent des 18 ans déjà dans le monde professionnel. On a l'impression qu'ils n'auront pas le temps véritablement de passer leur enfance. Est-ce qu'à l'avenir, cela ne va pas déteindre sur leur comportement? Forcément. Moi, je pense déjà que ce n'est pas quelque chose à encourager. Parce que si ça a été établi comme ça, c'est pour une bonne raison. Les réalités de la classe de 6e, parce qu'il n'a pas fait la classe de 6e, ce n'est pas les mêmes réalités que les réalités de la classe de 5e. Et déjà, celui-là, il va se retrouver dans la vie active à quel âge? Comment est-ce qu'il va pouvoir se défendre? Ce n'est pas parce qu'il a un génie. Déjà, on a tous un génie. Nous sommes tous des génies, dans une certaine mesure. Donc, ce n'est pas parce qu'on se dit qu'il a un génie qu'il pourra, pouvoir affronter tout ce qu'il y a comme... Mais après, avant tout, il faut déjà saluer le génie, n'est-ce pas? Puisque je ne le conçois pas ainsi, parce que je me dis déjà qu'on a tous un génie. Je ne sais pas, peut-être un plus, est-ce que je dirais qu'il a su le développer? Il est venu comme ça, l'encourager? Non. Je ne vois pas ce qu'il y a de si spécial, exactement. Ariane, il a quelque chose de spécial, ça c'est une certitude, n'est-ce pas? Ou ils ont quelque chose de vraiment très important. Ce petit, je pense qu'il a quelque chose de spécial. Comme je disais avant qu'on diffuse l'élément, c'est impressionnant, il faut l'avouer. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cet enfant est épanoui? Est-ce qu'il est épanoui? Parce que tout enfant a besoin de certains fondamentaux. C'est vrai, génie en moi, mais j'ai besoin de certains fondamentaux pour mieux me découvrir et mieux me faire découvrir au monde. Il doit y avoir des choses qui lui manquent. Je ne sais pas, il n'est pas là pour qu'on puisse lui poser la question, mais ce n'est pas des choses à encourager, comme disait Mylène. Tu sais, avoir un génie, c'est différent des expériences de la vie. Tu vois, il va pouvoir se défendre à l'école, 1 + 1 = 2 et autres, bien raisonner, mais pouvoir affronter les réalités, ce ne serait pas pareil. Ce serait un peu difficile parce qu'il n'a pas eu... Quelque part, est-ce que ceux-là qui ont marqué ce monde n'ont pas été quelque peu, on ne va pas dire anormaux, mais enfin, étaient différents des autres? Ils étaient différents. Quand vous prenez le grand Frankenstein, il n'était pas comme les autres. C'est vrai. Vous prenez Socrate n'était pas comme les autres. Est-ce qu'on lui a sauté des classes?
Est-ce qu'il n'a pas eu à suivre un processus normal, le processus normal? Écoutez, maintenant, comme le disait aussi le petit, c'est peut-être son destin. On va laisser nous, de toute Rebecca, façon, nous n'avons pas à dire là maintenant que c'est pas possible et tout. C'est déjà arrivé. Non, le problème, ce n'est pas de savoir si c'est possible ou pas. Suite. Non, le problème, c'est pas de savoir si c'est possible ou pas, mais plutôt, Rebecca, le problème, ou du moins si problème il y en avait, mais est-ce que c'est normal, en tout cas, il ne faut pas revoir le fonctionnement du système éducatif, où on détermine l'âge minimum pour pouvoir passer les diplômes, parce que ailleurs où c'est mieux structuré, lorsque vous prenez un enfant de 10 ans, c'est qui vous dit « Ah, j'ai le CEP, c'est cette année, j'ai le CEP ». Mais ici, c'est quand, voilà, on a l'impression que c'est un tout petit peu anarchique, en fait, sous nos cieux, sous les tropiques, ça va dans tous les sens. On peut avoir le CEP à 7 ans sans dire rien à personne, on peut avoir le baccalauréat à 10 ans, à 11 ans sans dire rien à personne. Oui, exactement. Moi, je suis d'accord avec Mylène et Bruno et aussi Ariane parce que il n'y a rien de normal dans ça. Il n'y a rien de normal. On parle déjà de génie. Il n'y a rien de normal dans ça. Il a peut-être un plus, mais moi je trouve, comme Mylène l'a dit tout à l'heure, que rien ne vaut les expériences dans la vie. L'expérience qu'il aurait pu avoir en classe de 6e, il ne l'a pas eu. L'expérience qu'il aurait pu avoir peut-être en classe de 3e ou en classe de seconde, je ne sais pas, il ne l'a pas eu. Il a été très tôt responsabilisé et je trouve que ça peut avoir des effets négatifs sur sa vie plus tard, sur sa jeunesse, parce que là, il vit en même temps et l'enfance et la jeunesse. Il est adulte et il est enfant à la fois. Enfant adulte à la fois. Bonjour. Je pense que sur la question, c'est vrai, on rappelle qu'il y a aussi l'école des génies. J'ai écouté Mylène, mais il faut dire que on n'a pas tous le même quotient intellectuel. On n'est pas tous intelligents au même niveau. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont moins intelligents, il y a des gens qui sont super intelligents, il y a des gens qui sont plus que super intelligents. C'est des génies carrément. Et à ce niveau-là, on n'a pas fouillé dans la vie parce que l'enfant ne vit pas au Bénin. C'est possible qu'il y ait un travail qui se fasse en amont pour que l'enfant n'en souffre pas après. Enfin, c'est ce qui est recommandé, même si vous avez un enfant qui est génie, qui a un quotient intellectuel élevé. Par exemple, ce que vous prenez, Herman, ou ce que moi, je prends 6 mois pour comprendre. Par exemple, lorsque moi, j'étais au cours secondaire, les mathématiques, vous auriez pu me donner 10 professeurs de maths. Franchement, je n'aurais jamais compris. Vous comprenez vite après une très longue explication. Je n'aurais jamais compris les cours de mathématiques parce que c'était vraiment compliqué pour moi. Et donc, dans le même temps, vous avez des gens qui ne viennent même pas au cours. Quand vous rentrez, vous leur dites, on a fait tel chapitre, ils prennent Siam, ils prennent les livres de mathématiques et ils commencent par traiter les exercices, ils s'en sortent, ils ont une idée de ce qui s'est passé. Donc, il y a ce génie-là. Donc, j'espère bien que pour cet enfant-là, les classes qui lui ont été sautées, peut-être qu'en vacances, en 3 mois rapidement, il a pu ramasser tout ce que les autres auraient fait en 9 mois dans la classe. C'est possible. Mais c'est ce qui est recommandé. Ce n'est pas parce que l'enfant est intelligent qu'il faut sauter les classes sans rien faire. Il faut peut-être utiliser les vacances pour le mettre à niveau. Ariane, pour finir, qu'il y a quand même l'école des génies qui va permettre à cet enfant-là de développer un talent dans quelque chose qui sera sans doute utile à sa nation. C'est vrai, il peut devenir. Peut-être qu'il va inventer la prochaine, je ne sais pas, le prochain téléphone portable que nous allons utiliser dans 10, 20, 30 ans, qui sait, on ne sait jamais. Mais Herman, il faut préciser aussi que les choses évoluent aujourd'hui. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Au temps de nos parents, moi je me rappelle, mais mes parents m'ont raconté qu'en leur temps, pour commencer l'école, mais il fallait avoir 7 ans au moins. Il fallait passer la main sur la tête. Et c'était ça, quoi. Il faut que ta main c'était touche ce geste-là, oui, bon, forcément. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. À 3 ans, on commence l'école. À 3 ans, on a commencé la maternelle et tout. Donc, quelque part aussi, les choses évoluent. Et c'est peut-être tout ça qui explique ce que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc les avis sont tranchés sur le sujet, mais on s'accorde sur un fait, c'est que ce n'est pas normal dans le mauvais sens, mais c'est que ce n'est pas normal d'abord déjà à 14 ans d'avoir le baccalauréat parce que le cursus normal ne le permet pas. Donc finalement, c'est que cet enfant ou ces enfants-là, le béninois en l'occurrence, le sénégalais, après, sont des génies. Ils ont un génie dans quelque chose qu'il va falloir canaliser, bien évidemment, en les mettant dans une école qui leur permettra de développer ces facultés-là, de développer ces potentialités-là qui sont en eux. À présent,
On va passer à la rubrique Tutosphère. C'est toujours avec vous, Bruno Soali. Tutosphère, c'est juste après. Tutosphère, la rubrique des tutos. Aujourd'hui, on parle de comment nouer ses lacets. Oui, comment nouer ses lacets. Nous arrive tous d'acheter des chaussures à lacets et il faut chaque fois lacer ces chaussures avant de sortir pour que ces chaussures-là nos pieds puissent bien s'adapter à ces chaussures. On va suivre rapidement la vidéo dans laquelle nous allons recevoir un enseignement de 5 manières par lesquelles on peut nouer. Ce ne sont pas les seules manières, mais c'est juste 5 manières par lesquelles on peut nouer les lacets. Donc, il suffit juste de suivre la vidéo pour pouvoir comprendre parce que les 3 premières sont plus faciles, les 2 dernières sont un peu plus compliquées. On va revenir après pour en parler. On reste concentré. Claire, il y a plusieurs manières pour nouer vos lacets. C'est une certitude. Les 2 dernières manières qu'on vient de nous enseigner, là, Bruno Soali, il va falloir suivre et resuivre encore avant de pouvoir trouver la technique. Je vous avais prédit, mais écoutez, chacun a sa manière de nouer ses lacets. Chacun prend sa chaussure et le fait à sa manière. De toutes les façons, quand vous le faites plus simple, la cause passe voilà, quand vous le faites plus simple, c'est plus beau. Mais je voudrais juste ajouter ici que les lacets, lorsqu'il faut lacer les chaussures, il faut tenir compte de la couleur de la chaussure pour pouvoir avoir des lacets qui vont avec. Parce que, par exemple, dans le cas d'Esper, vous voyez la chaussure était rouge, les lacets étaient de couleur blanche. Donc, c'était bien beau, c'était bien joli. Parce que lorsque vous portez des chaussures à lacets, lorsque quelqu'un regarde vos pieds, l'une des premières choses qui frappe à l'œil, ce sont vos lacets. Donc, il faut vraiment savoir agencer la couleur
des lacets et la couleur de votre chaussure. C'est Ariane, important. très Maintenant, il y a rapidement. certains qui n'aiment pas du tout lacer les chaussures parce que pour eux, ça prend du temps, etc. Donc, ils préfèrent carrément, je ne sais pas, les Mais ballerines comment je fais, ou Bruno? toute autre Vous sorte de voulez chaussures. que j'aille acheter les lacets à part, la chaussure à part, pour pouvoir varier les couleurs ou comment je fais? Non, pour ceux qui aiment le style, la chaussure vient forcément avec des lacets. Bien Mais pour sûr. ceux qui aiment le style, s'ils ont une chaussure blanche et que les lacets sont de couleur blanche, ils peuvent peut-être aller acheter au marché des lacets. Il y a des lacets qui se vendent de façon détachée, de toutes les couleurs d'ailleurs. Merci donc à vous, Bruno Soilier, pour nous avoir ressorti ce tutoriel qui nous montre ou qui nous enseigne comment nouer ces lacets. On va Une prendre fois à présent. encore, ça vaut pour les femmes. Ah oui, en fait. Cette fois-ci, on va prendre à présent les nouvelles des Béninois de la diaspora. Ariane da Silva, c'est bien cela, n'est-ce pas? On revient juste après. La rubrique Béninois de la diaspora, c'est pour vous montrer, chers téléspectateurs, ces Béninois-là qui sont pas forcément au Bénin, mais qui sont dans d'autres pays, un peu partout dans le monde, mais qui font quelque chose dans ces pays-là. Ce n'est pas des migrants clandestins, ça c'est une certitude. C'est des Béninois qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent hors de leurs frontières. Et aujourd'hui, on parle de qui, Ariane? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Pascal Atemenou. C'est un jeune Béninois qui vit en France depuis 2 ans. Suivez plutôt. Je suis étudiant à l'école de journalisme de Nice. Cela fait maintenant 2 ans que je suis dans l'Hexagone. Ça se passe plutôt bien maintenant. Au début, c'était un peu compliqué avec le climat et l'orientation également. Et maintenant, je suis à l'école de journalisme de Nice et j'ai choisi l'option journaliste reporter d'image. Alors, on a ce qu'on appelle les médias réels télé, les médias réels radio, les médias réels presse écrite. Et j'avoue que ça se passe très très bien. Le rythme ici est très très soutenu. Et je me suis fait aussi beaucoup d'amis, donc je me sens comme chez moi. Ça se passe plutôt bien. Et également cette chaleurosité, cette aimabilité, cette hospitalité que nous avons chez nous au Bled, franchement, nous l'avons exportée ici en France et c'est ça qui nous donne franchement cette joie de vivre et de se sentir très très à l'aise. Merci beaucoup de votre attention et à très vite. Au revoir. Pascal Atemenou, donc étudiant à l'école de journalisme de Nice, n'est-ce pas? Voilà, et il vit en France depuis 2 ans. Il nous a parlé de lui, de ses expériences, de ses nouveaux amis et tout. Voilà. Et... On dirait pas. Suivez mon regard. N'est-ce pas? Il est frais. Mylène, juste 2 ans et il est déjà... Voilà. Il n'avait pas le choix, il devait forcément s'accommoder. Encore que Mylène connaît bien Pascal. Bien sûr, oui. Voilà, c'est le petit secret que je vous livre. Bien Pascal, on n'a pas compris. Il n'y a pas de bien, Mylène connaît moi, Pascal. je veux comprendre le bien. Non, on va comprendre le bien en off. Monsieur, ce sera, ou monsieur, madame, monsieur, ce sera la dernière rubrique de cette émission. Vous le savez déjà, c'est le quiz. Nous disait Bruno, le professeur d'anglais au collège. Close the book and copy book and take the paper. Alors, débarrassez-vous de tout document compromettant. Madame, monsieur, c'est 5 questions. Ou mesdames, monsieur, ce sera 5 questions à répondre. La première équipe à avoir répondu à 3 questions remporte le gain de la partie. On va y aller très rapidement, mesdames, monsieur. Soyez très attentifs parce que ça ira très vite. Ce sont des questions d'identification. Équipe A, équipe B. On part sur le principe. Équipe A, Bruno Mylène. Équipe B, Ariane Rebecca. Alors, première question ou première identification. Que suis-je? Pas qui suis-je? Que suis-je? Je suis construite en 1972, mais je ne serai fonctionnelle qu'en 1978. Ma vision est de devenir une entreprise leader par la qualité et la performance, constituant une référence en Afrique et dans le monde. Je suis une chaîne généraliste qui offre des émissions d'information, d'éducation et de divertissement au public en langue française et nationale. Mon actuel directeur général a nom... Merci. Un point pour l'équipe B. Un point pour l'équipe de Rebecca et de Ariane. Deuxième question. Je suis une figure marquante de la scène musicale internationale. Mon prénom endogène signifie le sang. D'une lanterne ne peut allumer une flamèche. Je suis lauréate des Grammy Awards et de l'Académie... Merci beaucoup.
La BBC m'a incluse Ça dans fait sa 2-0 liste déjà, des 50 icônes du continent africain. Time Magazine m'a appelé la première diva africaine et je fais partie de la liste établie par The Guardian des 100 femmes les plus influentes au monde. Je suis fortement engagée pour l'éducation des filles, ambassadrice de l'UNESCO. Je suis née le 14 juillet 1960 au Bénin. Je suis auteur du célèbre morceau Batonga. Troisième question, que suis-je? Capitale C'était donc connue. la suite. C'était la suite, bien sûr. Troisième question, que suis-je? Capitale connue pour mes bâtiments coloniaux comme la Grande Mosquée, de style brésilien qui était jardin d'une église. Porto Novo. Porto Novo, un point pour l'équipe. Le match est relancé. Le match est relancé. Troisième question, soyez attentifs. Alors, troisième question. Je suis né le 15 janvier 1929 à Atlanta, aux États-Unis, descendant d'un esclave travaillant dans une plantation. En 1964, je reçois le prix Nobel de la paix après avoir rencontré Willy Brandt et le pape Paul VI. Mon discours pour la fraternité entre noirs et blancs est devenu un véritable hymne à la solidarité et à l'espoir d'entente entre toutes les communautés. Le 28 août 63, je suis à la tête de la marche sur Washington pour le travail et la liberté. Martin Luther King. Martin Luther King. Merci beaucoup, ça fait 2 partout. La dernière question sera une question qui va départager tout le monde. Alors, il y a un rappel que c'est la team de Bruno déjà qui avait gagné. Bruno Ariane hier. Bruno Ariane hier qui avait gagné. Alors, madame ou mesdames, messieurs, soyez concentrés. Que suis-je ou qui suis-je? Scientifique américain. Après ma licence en aéronautique, mes études sont momentanément interrompues. En 1950, par mon service militaire dans la marine de guerre des États-Unis. Je suis par la suite une formation de pilote d'avion à réaction le 21 juillet 69. Je conduis la mission Apollo 11. Ma phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité est resté célèbre. Je suis le premier homme à avoir posé les pieds sur la Lune. Neil Armstrong. Merci beaucoup, équipe. De 2-0, on est passé à 3-2. Il y a une remontada sur le plateau, mesdames. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais écoutez, on n'est pas obligé de gagner tous les jours. Hein. N'est-ce Quand pas? nous donner la chance aux autres aussi de gagner. Donc, Alors, aujourd'hui, on n'a pas démérité non si, plus. vous avez démérité. Non, mais j'ai une partenaire de taille. N'est-ce pas? Franchement, j'en mais suis vous fière. menez 2-0, il vous suffisait d'une seule bonne pas réponse grave, et vous passez c'est devant. pas grave. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour, n'est-ce pas? Alors Bruno, vous venez de... Félicitations à elles parce qu'elles nous ont foutu la trouille quand même. Donc N'est-ce pas? c'était serré quand même. Alors on va leur foutre quoi comme corvée? Elles vont prendre en charge la team juste après? Ouais. Le petit déjeuner ou le déjeuner? Ça, c'est une bonne corvée, belle Mais idée. c'est pas grave. Hein. N'est-ce pas? De toute façon, on assure toujours, non? Tu es la cousine de Neymar déjà. Et comment? Merci donc à vous, mesdames. C'est sur cette bonne note d'humour qu'on va bien évidemment mettre un terme à cette émission. Madame, monsieur, cette émission a été préparée et réalisée par toute une équipe. Merci à Arnaud Togbeno, à Timothée Wonton, à Calvador, à Wanou, Guérin, Daco, Émile Loubéon Prosper d'Haïti. Merci également à la chef des programmes, Annick Ballet. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous très bien parce que justement sans vous, nous n'existons pas.